bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée où on va vous présenter le projet Dégooglisons Internet. Juste quelques mots en introduction. Cette conférence a lieu dans le cadre d'un collectif qui est né entre 4 lieux lausannois, que sont Alliance Sud Infodoc, l'Espace Dickens, la Maison de quartier Sougar et Pôle Sud. Ce collectif a pris un nom très vaudois, mais pour montrer, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, pour montrer, avoir un nom un peu percutant qui montre que des alternatives sont possibles. Donc le collectif s'appelle Autrement ça va. Et cette année, la thématique du cycle d'événements qui a commencé la semaine passée jusqu'au 21 octobre est la question « Au nom du profit, tout est permis ». Vous avez la brochure, vous pouvez la trouver à l'entrée, qui liste l'ensemble des événements relatifs à ce semestre. Il y a des films, il y a des conférences, il y a tout un tas d'activités différentes réparties sur les 4 lieux. Voilà, donc, pour parler des multinationales, ici on a choisi l'axe, on va dire, du web, parce que, vous le savez certainement, c'est un secret pour personne, il y a des grandes multinationales au niveau d'Internet, et il existe une association, car c'est une association, c'est important de le préciser, basée en France, dont le siège est à Lyon, donc c'est pas si loin que de chez nous que ça, qui a monté, je crois il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, ce projet Dégooglisons Internet, qui va vous être présenté ce soir. Donc je laisse la parole à Johan, qui va vous faire la présentation. Bonsoir à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter, donc, comme vient de le dire Greg, le projet Dégooglisons Internet, donc, qui a été initié, donc, voici 2 ans, comme il disait, par l'association Framasoft. Donc, rapidement, je vais vous parler rapidement de Framasoft, qui est donc une association française, loi 1901, c'est-à-dire association à but non lucratif, composée actuellement d'une 30aine de membres, 5 permanents. 5 permanents donc, qui sont salariés, payés par l'association. Association qui n'est pas subventionnée, qui n'a pas de partenariat avec aucune entreprise et qui fonctionne uniquement grâce à vos dons. Grâce aux dons des personnes qui, justement, apprécient ce qu'on fait, qui aiment ce qu'on fait, qui nous soutiennent. Framasoft est une association qui a un peu plus de 10 ans d'existence, donc qui commence à avoir pas mal d'expérience dans tous ces domaines, et qui a 3 axes principaux d'évolution. Donc, ce qui concerne le logiciel libre, la culture libre et donc les services libres sur lesquels nous allons nous attarder un peu plus aujourd'hui. Donc, pour les non-initiés, petit rappel de ce qu'est un logiciel libre. Donc, c'est un logiciel qui répond aux 4 libertés fondamentales, dont la première est l'utilisation. Vous avez donc le droit d'utiliser ce logiciel, peu importe votre activité, que vous soyez professionnel, que vous fassiez n'importe quel travail, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau géographique, vous n'avez aucune interdiction d'utilisation dans aucun pays, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Vous avez ensuite la possibilité d'étudier ce logiciel. Étudier ce logiciel signifie avoir accès au code source. Donc qu'est-ce que le code source? C'est ce qu'écrivent les développeurs pour faire ce logiciel. Donc une analogie qu'on prend qui fonctionne très bien, c'est le code source correspond à la recette d'un gâteau par exemple, une recette de cuisine. Vous mangez un gâteau, vous aimeriez savoir comment il est fait. Il vous faut la recette. Le logiciel c'est pareil, le code source et la recette du logiciel. La troisième liberté est le partage. C'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous avez, vous, ce logiciel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le partager avec qui vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez le donner, le vendre, peu importe à qui, ça ne pose pas de problème. La 4e liberté, c'est celle de modifier ce logiciel. Donc toujours grâce à cette recette, à ce code source. Donc si dans votre tarte, vous n'aimez pas telle ou telle chose, vous pouvez le modifier. Vous avez la recette, vous la modifiez et vous refaites votre gâteau. Et également, après, vous avez forcément, bien sûr, le droit de repartager donc, ce nouveau gâteau. Les services libres, donc Dégooglisons Internet.
Alors, déjà, dégooglisons, ça fait grincer beaucoup de dents, parce que beaucoup pensent uniquement à Google. Oui, Google est le plus gros, le plus connu, et c'est surtout un nom qui nous plaisait. Voilà, tout simplement. Donc, on va parler beaucoup de Google, mais sachant qu'il n'y a pas que Google qui sera inclus dans tous les propos qui vont suivre. Alors, on s'est également posé la question, et si on décolonisait Internet? Ce qui veut dire quoi? On a considéré que Internet était colonisé. Colonisé par qui? Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de voir. Internet, au départ, c'était très simple. C'était uniquement quelques ordinateurs reliés entre eux. Ordinateurs principalement basés sur dans des universités, des centres de recherche, des grosses entreprises qui s'échangeaient des informations pour leur travail. Par la suite, les fournisseurs d'accès sont arrivés et le réseau s'est fortement étendu. Donc tous les particuliers ont commencé à accéder facilement à Internet. Donc la toile a grossi. Et comme tout domaine en expansion, ça attire du monde. Donc là, les marchands sont arrivés. Donc les marchands, vous en voyez tous les jours quand vous allez sur Internet. Vous voyez forcément des noms que vous connaissez à droite, à gauche. On peut en faire une jolie carte d'ailleurs, que AlcyonMap a faite. Si on zoome un petit peu, on voit qu'ils ont fait les choses très, très précisément. Et dans toute cette galaxie, on va dire, de marchands, certains acteurs donc, se démarquent un petit peu. Donc ici, vous voyez un dessin représentant un petit peu 4 gros acteurs, que sont Google, Apple, Facebook, Amazon. Ce dessin est un petit peu vieux. Maintenant, on peut rajouter un 5e acteur, c'est Microsoft, ce qui forme donc l'acronyme GAFAM, auquel nous allons nous référer plusieurs fois. Microsoft est arrivé assez récemment sur ce marché-là, notamment par le rachat assez récent de Skype, de tous les services cloud qu'ils proposent. Donc est arrivé bien après Google ou même Amazon. Alors ces gros acteurs qui ressortent un petit peu par rapport aux autres, grossissent et grossissent beaucoup en rachetant les plus petits. Ce qui commence donc à diminuer le nombre d'acteurs et à centraliser un petit peu tout ce qui se passe sur Internet. Vous voyez rapidement sur ce schéma également les sommes investies chaque année dans le rachat ou acquisition, investissement autre, par ces entreprises. Ça se compte en milliards de dollars par an. Sur ce tableau, vous avez simplement la fin d'une liste où vous voyez les rachats faits par Google sur la fin de l'année 2014 et l'année 2015. Donc sur la deuxième colonne, vous voyez donc Vision Factory, tout ça correspond à toutes les petites sociétés qu'ils ont rachetées et pourquoi ils les ont rachetées. Tout à droite, vous avez donc le service Google dans lequel a été intégrée donc, la société rachetée. Donc, à force de grossir ces entreprises, Internet, la mode actuelle des objets connectés, en fait, tout se passe, comme vous l'avez certainement entendu, dans le cloud, dans les nuages. Bon, qu'est-ce que sont les nuages, à part les ordinateurs de quelqu'un d'autre? Ça. Donc, tout ce nuage interconnecte tout. En fait, maintenant, tout est connecté. C'est la mode des objets connectés, ce qui concerne l'Internet des objets, la domotique, la santé, la robotique. Tout est rassemblé au sein d'une même connexion et souvent au sein d'une même entreprise. Ici, vous avez donc un schéma fait par Numerama concernant Alphabet. Alphabet est le nom de la maison mère de Google, qui s'appelait donc Google jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais ils ont voulu se différencier un petit peu pour essayer de différencier, séparer leurs différentes activités au nom de la maison mère Alphabet. Donc à garder le nom Google uniquement en ce qui concerne, on va dire, l'activité historique, Internet, les systèmes d'exploitation, les différents logiciels, et tout ce qui concerne la médecine, les recherches fondamentales à côté, la technologie robotique ou autres, sont dans d'autres sociétés, mais qui appartiennent quand même à Google. Donc, on essaie d'en savoir également, mais comment on en est arrivé là?
Google a commencé donc en 98 avec un simple moteur de recherche. Moteur de recherche qui a tout de suite eu beaucoup d'adeptes. Pourquoi? Il faut le dire franchement, il était très bon. Et il l'est toujours. C'est un moteur très pertinent qui donne des résultats, c'est vrai, très pertinents. Donc, qui fonctionne. Il est simple, il marche. Là, vous avez à peu près en ce moment, à cette époque, à peu près 45 000 recherches par seconde. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il faut derrière pour pouvoir gérer tout ça. Ce sont des montagnes et des montagnes d'ordinateurs et des systèmes très performants. D'ailleurs, Google est le plus gros constructeur d'ordinateurs au monde. Ce n'est pas Dell, ni Lenovo, ni HP. C'est Google. Ils ont leurs propres usines, ils font leurs ordinateurs pour eux. Ensuite, dans les différents services proposés par Google, vous avez Gmail. Donc je pense qu'ici, il y en a certainement plusieurs parmi vous qui ont des comptes Gmail, comme un petit peu partout. Donc, si vous avez déjà vos mails chez Google, Google a, en plus donc de vos recherches, ce qui vous intéresse, il a donc vos contacts. Il a ce que vous échangez avec vos contacts. Il sait de quoi vous parlez avec eux. D'accord ? Toutes ces informations sont stockées dans le cloud, mais le cloud, là, en l'occurrence, ce sont les ordinateurs de la société Google. Vous avez également Google Drive. Google Drive qui est un service d'hébergement proposé par Google dans lequel vous mettez vos fichiers. Fichiers professionnels, fichiers personnels. On ne va pas affirmer qu'ils scannent les fichiers pour savoir ce qu'ils contiennent, mais la question peut se poser. Vous avez Google Agenda, où vous mettez chez eux, vous leur mettez à disposition vos emplois du temps, ce que vous faites de vos journées, ce que vos employés font, ce que votre famille fait, avec qui il a rendez-vous, à quelle heure, tout ce que vous faites de votre vie. YouTube. YouTube appartient à Google. YouTube est actuellement le plus gros site web qui n'ait jamais existé. Il est à lui tout seul, à peu près, il me semble, 6% de la bande passante d'Internet. Pour un seul site, c'est énorme. Vous avez une centralisation des données sur ce site monumentale. Quand vous décidez de mettre une vidéo sur Internet pour X raison, plus de 9 personnes sur 10 vous diront oui, il faut la mettre sur YouTube, forcément. D'accord ? Ce site a quand même plus de 1 milliard de visiteurs uniques par mois. Il n'y a aucun équivalent. Donc, ce qui fait autant d'informations qui sont centralisées toujours dans cette même société. Moins grand public, vous avez les services, on va dire à la face cachée de l'iceberg. Vous avez ici les Google Analytics. Ce sont des services en fait offerts par Google pour faciliter la vie des développeurs. Donc, si ça touche les développeurs de sites web, ça touchera également forcément le grand public, les personnes qui iront sur ces sites. Ici, Google propose ces services de statistiques d'un site. Donc, il analyse vos sites, qui vient, quand, combien de temps il y reste, quelle page il va voir, d'où viennent ces gens, où ils vont après. Tout ça est directement donné gentiment à Google pour qu'il les analyse et qu'il vous fasse des jolis graphiques. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, sur la droite, Google Analytics est quand même utilisé sur plus de 2/3 des sites web. D'accord ? Autre chose, qui est un peu plus visible cette fois-ci, ce sont les publicités AdSense, Google AdSense. Les publicités qui sont, on va dire, souvent très bien intégrées dans les sites, et des fois on ne se rend même pas compte que ce sont des publicités, justement. Maintenant, il faut se dire que Google, c'est avant tout une régie publicitaire. S'il ne gagne pas de l'argent avec son service mail, avec tous les services qu'il propose, il gagne de l'argent grâce à la publicité. Et cette publicité, pourquoi autant d'annonceurs vont voir Google? Parce que justement, ils ont tellement d'informations sur vous, ils arrivent à vous profiler de façon tellement précise, que les annonceurs sont forcément intéressés par ça, pour pouvoir vous vendre un produit plus facilement. Ils ne vont pas essayer de vendre une tondeuse à gazon à un adolescent qui habite dans un immeuble à Paris. Ça ne sert à rien. Donc, ils arrivent à avoir un profil tellement précis de chaque personne que chaque publicité est vraiment individualisée, très finement, grâce justement à toutes les données récoltées par tous les services que Google propose à côté. AdSense rapporte quand même 13 milliards de dollars par mois à Google. C'est énorme.
Vous avez également, comme autre service pour développeurs, les CDN. Donc les CDN, en fait, ça correspond à on va dire des scripts, des petites fonctions, des librairies, des polices de caractères que les développeurs web ne veulent pas héberger eux-mêmes pour X raisons. Donc Google en héberge plein et il les propose en accès gratuit à tout le monde. Ce qui veut dire que chaque site qui fait appel à ça, à chaque personne qui va sur ce site, Google est au courant, puisque les scripts, les fonctions, des tas de choses sont piochées directement chez les ordinateurs, sur les ordinateurs de Google, pour afficher les sites web ailleurs. Donc l'information transite encore également par Google, ce qui permet toujours d'avoir plus d'informations, d'affiner les informations. Comme service, vous avez également les Google Groups, qui sont des mailing lists, donc des groupes sur lesquels plusieurs personnes s'inscrivent, et quand une personne veut envoyer un message à tout le monde, elle envoie un message à la liste, et chaque personne inscrite sur cette liste reçoit ce message. Donc, moyen très simple de savoir qui est en contact avec qui, quand, pourquoi, connaître les sujets de discussion. Voilà, et c'est très utilisé en entreprise, malheureusement. Vous avez également donc comme service Talk, Hangout, qui est un logiciel de visioconférence, tout simplement. Il y a autre chose, hein, il n'y a pas que ça chez Google. Vous avez d'autres services comme la Google Maps, tout ce qui concerne l'édition de documents en texte, tableur, etc., l'hébergement. Et ça va même beaucoup plus loin que les logiciels. Hein, si on élargit un petit peu la galaxie, on se retrouve vite avec du matériel. Depuis quelques années, Google fait développer ses propres téléphones, la gamme Nexus, pour mettre en avant son système d'exploitation, Android qui à la base n'était pas Google, qui était racheté également par Google. Donc l'intérêt pour Google de ça, c'est quoi? C'est de, avec leur téléphone, mettre en avant leur système, le développer, le rendre un peu plus attrayant, faire en sorte que de plus en plus de constructeurs utilisent ce système dans leur téléphone, pour qu'à chaque fois qu'un téléphone comme ça est activé, il faut rentrer son compte Google. Donc vous avez accès très simple à tous les services Google sur votre téléphone, ce qui permet une traçabilité et une remontée d'informations encore plus grande qu'avant. Pourquoi les constructeurs jouent le jeu? Pour eux c'est facile, c'est un système qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper, on leur donne, il fonctionne, terminé. Ils ont juste à l'intégrer dans leur téléphone. Plus loin encore, maintenant vous avez Google Wallet. Alors je ne sais pas si c'est en activité ici en Suisse, en France nous ça ne l'est pas. C'est un service de paiement fait par Google. Donc en plus de toutes les autres informations, maintenant il aura accès à votre porte-monnaie. Les Google Cars, dont on parle beaucoup actuellement, tout ce qui est voiture autonome, avec intelligence artificielle. Donc les voitures, on n'en sait pas beaucoup sur le logiciel qui contrôle ces voitures. Mais ce qu'on peut supposer, c'est que quand elles seront en route, il va falloir, ce sera une option fortement conseillée, de pouvoir se connecter dessus avec son compte Google pour pouvoir enregistrer vos trajets, combien de temps vous avez été à tel endroit, machin. Donc toutes ces informations, ça fera autant d'informations en plus sur vos déplacements, sur ce que vous faites, sur où vous allez, qui seront enregistrées sur votre profil, toujours dans cette même bulle d'informations qu'est Google. Comme projet également assez controversé, vous avez, parce que c'est un projet qui avait été mis entre parenthèses quelque temps, les Google Glass sont des lunettes donc connectées qui vous permettent, avec la petite caméra donc située sur la droite, de prendre des photos, de filmer tout ce que vous voyez tout au long de la journée. Le problème principal, la première controverse en fait qui est montée là, c'était la reconnaissance faciale. Donc Google a démenti la possibilité, a dit non, on ne le fera pas, on a enlevé tout ce qu'il fallait pour le faire, ça sera interdit de le faire. Donc c'est vrai que ça serait facile, on a une personne en face de vous, hop, on prend la photo, ça part sur leur serveur, la photo est analysée, et sur retour sur le petit écran, vous avez toutes les informations concernant la personne en face de vous. Donc non, ça ne se fera pas, cependant, ça a été fait. Il y a 2 ans, la SNCF, donc les chemins de fer français, ont fait un test avec leur contrôleur pour arriver justement à avoir des informations sur les gens en face d'eux dans les trains.
cause des problèmes d'agression, soi-disant, enfin toujours les mêmes problèmes de sécurité qui donnent le droit à tout. Donc ils avaient ces lunettes pour trouver des informations sur les gens. Où ça en est actuellement, je ne sais pas. Donc de tout ce qui est connecté, il n'y a pas que Google, il y a Facebook. Donc ici, vous avez Facebook qui entre en jeu avec des banques. C'est-à-dire que certaines banques décident de vous accorder un prêt, oui ou non, selon le statut de vos amis sur Facebook. Si vos amis sur Facebook ont des problèmes de paiement pour certaines choses, eh ben, pas de chance pour vous. Voilà. Vous avez également Amazon qui installe chez vous Echo. Echo, c'est un petit cylindre noir, comme on voit sur la photo, qui est truffé de micros et qui enregistre absolument tout ce qui se passe dans la maison. Toutes vos conversations, tout, et qui est censé vous donner des informations comme ça quand il estime pertinent certaines informations à vous donner lors de vos conversations. Ou alors vous lui posez une question et il vous donne la réponse. C'est magique. Ça sort miraculeusement des grosses bases de données qui sont faites, accumulées par toutes les données que la plupart des gens laissent en permanence chez eux. Ça va également plus loin avec les jouets pour enfants. De plus en plus de jouets pour enfants sont connectés. C'est la mode des objets connectés. Les poupées, les ours en peluche, qui enregistrent ce qui se passe, qui filment ce qui se passe. Et tout est envoyé pour votre sauvegarde future, pour les générations futures, dans le cloud. Vous avez également tous les objets, enfin certains objets du quotidien, comme des caméras de surveillance, des thermostats, des détecteurs de fumée, qui n'envoient pas les informations uniquement chez vous sur votre ordinateur, non, qui envoient tout ça dans le cloud, pour votre bien. Ici, il s'agit de Nest, Nest qui est une société qui a été rachetée par Google. Vous avez également les assurances qui rentrent en jeu. Ici, vous avez des assurances qui font varier les prix en fonction de votre façon de conduire. Vous acceptez de mettre un mouchard dans votre voiture, et selon la boîte noire, les données ressorties de la boîte noire, qui sont forcément émises directement, ou je ne sais pas, peut-être directement à l'assurance ou par un intermédiaire, je ne sais pas, certainement un intermédiaire, selon comment vous conduisez, vous payez plus ou moins d'assurance. Et pire encore, il y a les assurances santé. Vous avez des assurances santé qui commencent à moduler le prix de vos cotisations en fonction des données recueillies par, vous savez, les petits bracelets connectés dont c'est la mode, qui enregistrent le nombre de pas que vous faites dans la journée, combien de marches vous avez monté, si vous avez couru, votre activité. Et en fonction de ces données-là, si l'assurance estime que vous n'avez pas fait assez de sport, vous êtes un sujet à risque, vous payez plus cher. Donc là, on tombe un petit peu dans la science-fiction, mais science-fiction qui a été prévue déjà depuis pas mal de décennies, avec deux livres, on va dire références, d'Orwell et de Huxley, 1984 et Brave New World, qui faisaient beaucoup rire à l'époque, mais qui font maintenant moins rire, malheureusement. Donc là, on était dans le domaine technologique, mais la technologie va beaucoup plus loin. Google s'intéresse énormément également à la médecine, notamment au futur de la médecine, donc tout ce qui est nanotechnologie, ADN, choses comme ça. Google aimerait vous injecter des nanoparticules qui analysent qui analysent votre sang, qui analysent certaines données chez vous, données retransmises à votre petit bracelet toujours, et ce petit bracelet renvoie toutes ces données chez Google. Donc toutes les données de santé seraient centralisées toujours chez cette même grosse entreprise qui a pour but de collecter des données pour gagner de l'argent. Toujours la même chose. Donc le secret médical, on ne sait pas où il est là-dedans. Donc je vous disais l'ADN, donc Google rachète énormément de bases de données ADN pour tous les centres de recherche. Il y a également la robotique. Alors avec donc Boston Dynamics, qui avait été racheté par Google, qui actuellement est en revente. C'est en revente, pourquoi? Parce que en fait, ils ne revendent qu'une partie. Ils garderaient la grosse partie des propriétés intellectuelles, des brevets, donc tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est mécanique. Mais en fait, ils revendent la partie Boston Dynamics qui représente les robots humanoïdes, parce que ça fait peur aux gens. Donc c'est pas vendeur. Mais toute la technologie derrière, ils la gardent. Donc, est-ce que ça fait peur, les robots humanoïdes? Oui,
parce que ça fait beaucoup penser, mine de rien, Terminator et Skynet. C'est une référence un peu extrême, mais mine de rien, pour l'instant, on est en train de se diriger plus ou moins vers quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Donc jusque-là, on a parlé de Google, mais bon, il n'y a pas que Google, comme vu tout à l'heure, il y a donc les GAFAM, qui sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Quand vous regardez les capitalisations boursières de ces entreprises, elles ont un poids financier, une puissance financière comme jamais une entreprise n'a eu dans l'histoire. Ces entreprises sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus riches que beaucoup de pays. Si vous demandez à n'importe qui actuellement quelles sont les plus grosses et les plus importantes sociétés au monde, la plupart vont vous parler des sociétés pétrolières, des grosses sociétés pharmaceutiques, mais elles sont de loin devancées par tout ce qui est société sortie du web, quoi, grosso modo, société informatique. Donc les dangers de ça, c'est la concentration dans quelques pôles uniquement d'énormément d'informations. Et le problème avec ça, c'est les gouvernements. Tout le monde a entendu parler, je pense, de Edward Snowden, les révélations faites en 2013 sur l'espionnage de la NSA, qui, donc, grâce au Patriot Act, soi-disant, donc après le 11 septembre 2001, oblige les sociétés américaines à fournir au gouvernement américain toutes les informations dont celui-ci aura besoin. Mais ça va bien plus loin que l'Amérique et le Patriot Act. Ça se passe dans pratiquement, on ne va pas dire tous les pays, mais dans énormément de pays. C'est éprouvé que c'est le cas en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et toutes ces sociétés de renseignement fonctionnent ensemble et récupèrent les informations directement sur les serveurs de ces grosses sociétés. On ne fait pas la demande pour avoir une information, c'est allez hop, on met un accès et venez piocher les informations dont vous avez besoin. Donc certains gouvernements se sont dit, mais puisque c'est connu, c'est ouvert à tous, c'est la fête, et pourquoi pas rendre ça encore plus attrayant pour nous en officialisant, donc ici en France, le projet de loi renseignement qui autorise donc le gouvernement à placer des boîtes noires chez vous, dans des data centers, dans des nœuds de raccordement Internet, pour espionner tout le trafic qui s'y passe, pour bien sûr des raisons de sécurité, antiterroristes évidemment. Donc ça commence à aller très loin. Sauf que maintenant c'est plus caché, ça devient de plus en plus au grand jour. Mais quand on parle de ça la plupart des gens, la réponse c'est de toute façon j'ai rien à cacher. Ah, je suis désolé, mais même si on n'a rien fait de mal, on aime bien quand même avoir une vie privée, non? Si tu n'as rien à cacher, dans ce cas, donne-moi tout ton dossier médical, tous tes problèmes de santé, tout ce que tu fais, toutes tes conversations, tous tes échanges avec n'importe qui, tes mails, tes SMS, tes différentes conversations, les conversations téléphoniques, tes données Internet, tout ce que tu fais. La plupart des gens diront, non, j'ai quand même quelque chose que j'aimerais garder pour moi. Alors après, c'est à chacun de trouver ses limites. Mais cette limite a malheureusement tendance à se déplacer. Donc, même si certaines personnes estiment qu'elles-mêmes n'ont rien à cacher, il y a forcément quelque chose qui peut toucher leurs proches. Leurs proches n'ont pas forcément envie de dévoiler toutes leurs affaires. Et toutes leurs affaires peuvent être dévoilées par le copain qui diffuse telle ou telle information sur Facebook ou autre. Et bien sûr, si tu n'as rien à cacher, donne-moi ton numéro de carte bancaire, il n'y a aucun problème. C'est bien ce que tu fais en l'enregistrant sur Amazon, sur PayPal, sur différents sites qui enregistrent le numéro de carte bancaire. Donc toute cette centralisation de données, même pour les personnes qui n'ont rien à cacher, engendre des dangers. Alors les dangers, le premier, c'est un frein à l'innovation. Pourquoi? Parce que dans ces entreprises gigantesques où vous avez des dizaines de milliers d'ingénieurs, vous regroupez justement énormément de personnes, on va dire de matière grise, qui, au lieu de réfléchir à côté à faire autre chose, réfléchissent là à faire ce qu'on leur dit. Donc ça fait des personnes en moins à essayer d'innover sur autre chose. Les personnes qui sont à côté, justement, les startups qui essaient de se monter, qui, elles, innovent, essaient de trouver un autre créneau, essaient d'être performantes dans leur petit domaine, elles sont vite rachetées par ces grosses sociétés-là, tout simplement. Vous montez une société
ou qui fonctionne, 3 ans après, il y a Google qui arrive, qui vous en propose 5 milliards, ben, vous dites pas non. Donc forcément, les rachats se font à tour de bras régulièrement. Autre danger, donc, comme vu précédemment, c'est la surveillance gouvernementale. C'est tellement facile, du coup, de pouvoir surveiller ses concitoyens sans rien faire. Mais c'est pas nous, c'est eux qui le faisons, nous on prend un peu d'informations quand il y a besoin. Également, vous avez les problèmes de dépendance. C'est-à-dire que mine de rien, quand vous êtes dans cette bulle de confort, que sont les services Google ou Apple ou autres, ben, vous en êtes dépendant. Essayez du jour au lendemain, comme ça, d'arrêter d'utiliser les services Google. Vous ne consultez pas vos mails, vous ne consultez rien du tout, ben, ça devient vite problématique. Vous devenez dépendant rapidement. Bon, les mails, c'est quelque chose de gros, mais simplement les petits services à côté, comme le service de prise de notes, Google Keep. Une fois que vous y habituez à prendre des notes qui sont automatiquement synchronisées, que vous retrouvez sur votre ordinateur, sur votre téléphone, ben, on s'y habitue très vite et puis on devient dépendant sans s'en rendre compte. Un autre grand danger, il est un web fermé. Ce qui fait la force du web, ce qui a fait son développement, c'est que c'est quelque chose d'ouvert. Tous les protocoles de communication, tout est ouvert, standardisé pour que tout le monde puisse fonctionner de la même façon. Et là, on repart dans les travers d'il y a une vingtaine d'années avec Internet Explorer, qui était à l'époque ultra dominant et qui, au-delà des standards, utilisait ses propres formats. Donc beaucoup de sites c'était marqué optimisé pour Internet Explorer, où certains ne fonctionnaient qu'avec, parce qu'ils utilisaient des appels, des fonctions qui n'existaient que dans ce navigateur-là. Et là, on retrouve ça actuellement avec Google Chrome, le navigateur développé par Google, qui commence à intégrer des fonctions propres à lui, qui ne sont absolument pas standardisées et que de plus en plus de sites, malheureusement, utilisent et qui ne fonctionnent qu'avec Google Chrome. Donc, vous avez donc le web centralisé, comme je vous disais tout à l'heure, où par exemple, prenons l'exemple de YouTube, quand vous voulez mettre quelque chose sur une vidéo sur Internet, vous ne vous posez pas la question de l'héberger vous-même ou aller voir un hébergeur à côté. Non, c'est YouTube. Tout est centralisé chez eux pour les vidéos. La recherche Internet, ben, c'est Bing ou Google. Voilà, on ne va pas voir ailleurs. C'est vraiment centralisé en quelques points. Toutes les données transitent par un même point. Contrairement à Web à l'origine, qui était justement réparti un petit peu partout, enfin, réseau Internet, et dont chacun était acteur à son échelle. Là maintenant, la plupart des gens sont spectateurs, il n'y a que quelques gros acteurs, point. Et bien sûr, les problèmes de vie privée, qu'on a vu juste avant. Donc, le tableau est assez noir, mais heureusement, les chatons sont là. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc nous, à Framasoft, on s'est dit, pourquoi pas essayer. Hein, on ne va pas concurrencer Google, hein, on n'est pas dans la même cour. D'accord ? Donc, simplement pour comparer, Google, c'est à peu près 66 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 14 milliards de bénéfices, 55 000 employés, au moins, plus toutes les sociétés connexes qui fonctionnent avec Google, qui augmentent donc énormément le nombre de personnes travaillant pour eux. Plus de 2 millions de serveurs, ça c'est les données 2008. Depuis 2008, ils ne donnent plus les chiffres. Mais d'après les estimations actuelles, on arriverait pas loin de 8 millions de serveurs. C'est énorme, c'est simplement incroyable. Nous, c'est 162 000 € de recettes, quand tout va bien. 1 000 € de pertes, bah ouais. 4,4 salariés, alors en ce moment on en a 5, on a perdu les virgules. Donc on fait 4,4, c'est une moyenne sur les derniers mois, parce qu'en fait on a des permanents, pas tout le temps. On en a tout le temps, mais on a certains, ça dépend en fait de notre budget, donc de vos dons. Une trentaine de membres, bénévoles, très peu d'informaticiens. Hein, c'est une association où il y a des personnes de tout horizon. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie de beaucoup d'associations, on va dire, liées à l'informatique en général, c'est qu'on n'est pas informaticien. Très peu, il y en a un ou deux, oui, mais on a des écrivains, on a des dessinateurs, on a des juristes, on a des profs de sport, on a des professeurs de mathématiques, voilà, c'est très varié. C'est ce qui fait qu'on a on va dire une vision assez généraliste, assez globale, et surtout pas orientée technique, contrairement à beaucoup d'associations. On essaie de se mettre au niveau des gens
de tout à chacun qui ne connaissent pas forcément grand-chose et qui aimeraient faire quelque chose avec. Et on a quand même 15 serveurs avec une quarantaine de machines virtuelles. Et mine de rien, pour une association avec une personne qui gère tout ça, ça lui fait bien du boulot. Donc nous, on est le petit grain de sable, là au bout de la flèche, là-haut, dans le grand rouage blanc de Google. Mais bon, on n'a pas eu peur, on est parti, on s'est dit, allez, de toute façon, il faut bien essayer, hein, on a envie, ça nous fait plaisir, on y va. Donc en octobre 2013, on s'est dit, mais si on mangeait la pâtée de notre chien déjà. Alors je ne sais pas si cette expression veut dire quelque chose par ici. En France, bon, c'est pas très utilisé non plus, mais ça veut dire déjà commencer par appliquer à soi-même ce qu'on recommande aux autres. Donc on a commencé, fin 2013, à nous-mêmes nous dégoogliser. Donc arrêter d'utiliser les services mail de Google, les listes de diffusion, donc les Google Groups, les agendas, la publicité qui, mine de rien, étant donné quand même le grand nombre de visites qu'on a sur nos sites, nous rapportait pas mal d'argent, on s'est dit, non, on arrête tout ça. On devient entièrement indépendant. Google Analytics, pareil, parti. Et ça nous a pris quand même bien près de 8 mois à arriver à mettre une structure en route pour arriver à faire tout ça, et surtout au niveau financier. Donc en octobre 2014, on a commencé donc, notre campagne Dégooglisons Internet, où on a fait cette petite carte qu'on a trouvée par justement les dessinateurs qui font partie de l'association, qui représente donc la France avec donc vous reconnaissez tous, je pense, les cartes liées à Astérix, avec l'image du petit village libriste gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc le but de cette campagne, c'était quoi? Enfin, c'est quoi? Le premier, c'est sensibiliser. C'est-à-dire, comme par exemple j'essaie de le faire là ce soir devant vous, essayer de faire prendre conscience aux gens des dangers de la centralisation, de l'évolution actuelle d'Internet, des différentes technologies, de faire attention à ça, que chacun peut jouer un rôle en essayant de voir ailleurs, de ne pas utiliser forcément ces services que tout le monde utilise parce qu'ils sont là, faciles d'accès et gratuits. Le deuxième, c'était démontrer, c'est-à-dire, c'est bien beau de dire de ne pas les utiliser, mais j'utilise quoi? Autre chose. Et donc, l'autre chose, on a essayé de le démontrer. C'est-à-dire, on n'a rien inventé, on a pris ce qui existait et on le met en avant. On change un petit peu l'interface pour essayer de la rendre un peu plus jolie quand il y a besoin. On traduit le logiciel donc, en français quand ça n'a pas été fait. Mais on essaie de démontrer que les alternatives existent, qu'elles sont viables, qu'elles fonctionnent, et que pourquoi pas aller vers eux, vers elles, vers toutes ces alternatives. Et le troisième objectif, c'était essaimer, c'est-à-dire faire en sorte de donner l'envie à d'autres de faire pareil, des individuels, des associations, des coopératives, des entreprises, de se dire pourquoi pas, si je faisais ça aussi plutôt qu'aller utiliser ce service hébergé par Google, par Microsoft ou autre, pourquoi pas faire la même chose en interne, avec forcément un logiciel libre qui nous permet de faire ça. Parce que tous leurs logiciels, toutes ces compagnies, rien n'est libre. Tout est un code privé, on ne sait pas ce qu'elles font derrière. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, à propos de Google Drive, on ne sait pas si Google va fouiller dans les fichiers ou pas. On ne sait pas, on peut le supposer. Donc, le soir, on se disait, mais que va-t-on faire? On va essayer de libérer le monde. Donc, notre modeste plan de libération du monde, comme on l'appelait, en fait, ici, vous avez des photos d'écran du site, dégooglisonsinternet.org. C'est pas des captures d'écran toutes récentes, donc en fait, le mieux c'est de les voir directement sur le site. En fait, chaque petite case représente un service. Vous avez, par exemple, regardez la case Facebook, réseau social, donc le plus utilisé, vous avez le nom du logiciel propriétaire le plus utilisé, et en dessous, le nom de l'alternative qu'on propose. Donc ici vous voyez ce qui est sorti en 2014, 2015, 2016 et début 2017. En fait, c'est un projet qu'on a essayé pour l'instant de mener sur 3 ans. On est à la 2e année. Donc, je vais vous faire un petit tour rapide des services que nous proposons comme alternative aux différents services propriétaires utilisés assez abondamment. Donc, on va dire le plus utilisé chez nous, c'est de très loin le Framapad. C'est un éditeur de texte collaboratif en ligne, où donc, plusieurs personnes peuvent se connecter en même temps pour écrire un texte tous en même temps.
Vous avez Framacalc, qui est un tableur en ligne, collaboratif également. Framabag, qui est un équivalent de Pocket, c'est on va dire une sorte de classeur dans lequel on met les pages web, les informations contenues dans les pages web, de côté sur son compte, pour les relire plus tard quand on a le temps. Framadet, qui est un équivalent de Doodle, pour tout ce qui est sondage, voilà. Framindmap, qui est un éditeur de cartes heuristiques, cartes mentales. Framanews, qui est un lecteur de flux RSS. Bon, il n'est plus en bêta maintenant. C'était l'équivalent de Google Reader qui a fermé justement à l'époque où on lançait Framanews, et donc qui a fait que toutes les personnes qui avaient un compte Reader ont cherché des alternatives, et énormément sont venus chez nous. On a dû monter plusieurs instances d'ailleurs de Framanews parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait s'inscrire qu'on n'y arrivait pas. Framasphere, donc qui est un réseau social, donc un mi-chemin entre Facebook et Twitter, qui est basé sur le logiciel Diaspora. En fait, Diaspora, c'est un logiciel de réseau social décentralisé. C'est-à-dire que tout n'est pas centralisé sur un serveur sur lequel on se connecte. Il y a plein de petits serveurs, qu'on appelle des pods chez eux, partout à travers le monde. Et quand on est connecté à un pod, on a accès à tous les autres pods également. Donc même s'il y en a 1, 2, 3 qui lâchent, le réseau existe toujours, il est là. Vous pouvez le monter un chez vous, dans votre société, pour discuter en interne, peu importe. Nous, on a monté le nôtre, Framasphere. Voilà. Vous avez Framabin, qui sert à transmettre des messages chiffrés, Huître, ou Framalink, qui est un raccourcisseur d'URL. Vous avez un hébergeur d'images, Framapic. Ici, moins grand public, vous avez tout ce qui concerne le Git, c'est une forge logicielle. C'est-à-dire que tous les développeurs, principalement logiciels libres, mettent leur code sur une forge logicielle qui leur permet de travailler à plusieurs simultanément dessus. Donc ça gère les différentes versions, les conflits, enfin, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement, au bon développement d'un programme. Le problème avec ça, c'est qu'actuellement, la très très grosse majorité des logiciels libres sont hébergés chez GitHub. GitHub, qui est une société qui fait donc un logiciel d'hébergement qui n'est pas libre du tout. Mais il existe des équivalents libres, GitLab, et c'est ce qu'on a utilisé d'abord nous en interne. On a d'abord fait ça pour le peu de développement qu'on avait en interne, pour ne pas justement dépendre de quelqu'un d'autre. Et il y a eu tellement de demandes, de sollicitations pour ouvrir ça à tout le monde qu'on l'a fait là ces jours-ci, récemment. Et comme alternative, les moteurs de recherche. Alors, les moteurs de recherche, il faut savoir qu'il y a deux types de moteurs. Il y a donc les moteurs de recherche, comme Google, Yahoo, Bing, pour les plus gros. Avoir un équivalent de ça, c'est très compliqué, voire impossible. Il faut des données, il faut une structure matérielle énorme. Il faut pouvoir stocker toutes les données, les centaines, les milliers de téraoctets de données. Donc c'est un boulot énorme, avec un investissement économique énorme. Donc vous avez vraiment 3 gros moteurs en gros, c'est Google, Bing, Yahoo. Vous en avez d'autres à côté, qui commencent un petit peu à sortir un peu du lot, après justement les révélations d'Edward Snowden, qui, plus de gens aimeraient quitter justement ces gros moteurs espions. Ils vont voir vers DuckDuckGo par exemple, ou Quant, qui sont des plus petits moteurs qui commencent à monter et être pas mal. Et vous avez à côté de ça des méta-moteurs, qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est juste une interface, c'est un moteur. Là, vous rentrez par exemple Framabi, c'est un métamoteur basé sur Cirx, un logiciel libre, qui va interroger les différents moteurs et qui vous renvoie les réponses de ces moteurs. Donc, ce n'est pas un moteur en soi, vous dépendez toujours des gros moteurs qu'il y a derrière, mais ça, vous n'avez malheureusement pas trop le choix. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est anonymisé. Il va faire des requêtes donc, sur Google, sur Yahoo, sur Bing de Microsoft ou quoi, peu importe ce que vous voulez, même Wikipédia, vous pouvez y mettre plein de moteurs, choisir ce que vous voulez, ça reste anonyme. Vous avez également Framabooking, qui est un équivalent Google Books, c'est un serveur d'e-book. Donc si vous avez une liseuse, allez là-dessus,
Et vous trouverez quelques milliers de livres dans toute la collection Framabook, par exemple, et pas mal de livres domaine public, sous licence libre, qui ont été mis ici. Quelques jeux en ligne, si vous voulez passer le temps. Vous avez Framadrive, qui est un équivalent de Dropbox, donc pour la synchronisation de données. Donc Framadrive est basé sur OnCloud. OnCloud peut beaucoup plus que ça. Mais là, il a été réduit à son plus simple appareil pour uniquement faire de la synchronisation de données. Vous, si vous installez un OnCloud quelque part, chez vous, vous pourrez synchroniser beaucoup plus. Vos contacts, vos calendriers, vos notes, vos cartes GPS, énormément de choses. Vous avez MyPads. Alors MyPads, c'est un plugin pour une extension de Framapad. Framapad, en fait, repose sur Etherpad, un logiciel libre qui est paradoxalement qui a été libéré par Google, qui a été racheté par Google à une société, je ne sais plus en quelle année, et qui, quelques années après, l'a laissé tomber, l'a libéré, l'a donné à la communauté. Et donc, il a continué de se développer, il fonctionne très bien. Framapad, donc, est basé dessus. Et MyPads a permis de rajouter des fonctions de communauté d'utilisateurs, de liste de pads privés, de lister vos propres pads, de vraiment gérer votre enveloppe, votre boîte de pads, partager ce que vous voulez et qui vous voulez. Et cette extension est née grâce à un projet de financement collaboratif qui a été mené justement par Framasoft, pendant lequel on a donc récolté assez d'argent, qui nous a permis de payer un développeur pour faire ce plugin. Plugin qui a bien sûr été mis sous licence libre et qui est utilisé maintenant sur la très grosse partie des instances Etherpad qui existent. Il y a également Framaboard, qui est un équivalent de Trello, de plus en plus utilisé dans les entreprises. C'est un logiciel de gestion de projet. Donc par la méthode Kanban, où vous mettez des post-it dans chaque colonne, ça c'est fait, ça avance, voilà. Framadrop, qui permet de transférer un fichier de façon anonyme et sécurisée. Vous avez Framacart, qui est pas censé remplacer Google Maps, mais qui propose les mêmes fonctions d'édition de cartes et de faire des cartes pour, si par exemple vous envoyez des cartes à une personne, plusieurs personnes, leur disant venez tel jour à tel endroit pour faire la fête, voilà, au lieu d'aller sur Google Maps, mettre le point et puis le trajet pour y aller, vous pouvez aller sur Framacart par exemple. Donc c'est absolument pas un concurrent d'OpenStreetMap, c'est au contraire, ça a été fait avec OpenStreetMap. Avec les développeurs français d'OpenStreetMap qui avaient sorti ce logiciel et veulent également que ce genre de fonction se retrouve un petit peu partout. Parce que gérer autant de choses sur un serveur associatif, c'est compliqué. Donc plein d'instances un petit peu partout permettent d'avoir des cartes un fonctionnement plus fluide, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes ici. La décolonisation avance, petit à petit. Il nous reste encore du travail, pas mal de boulot, mais ça avance. Donc, nous sommes à peu près à Pâques. Et donc, ce qu'on est censé avoir sorti ou sortir d'ici 2 mois, donc les quelques prochains projets. Donc, un logiciel de pétition, pour éviter que tout le monde aille sur change.org, qui commence à devenir énorme et à amasser énormément de données également. Les Google Forms, donc l'équivalent des Google Groups sur les listes, et un logiciel de prise de décision, Lumio. Donc actuellement, il n'y en a aucun de sorti. Mais normalement, il y en a 2, Frama Pétition et Form, qui sont en test finaux là, en interne actuellement, et qui devraient sortir, si tout va bien, la cour en mai. Et pour la rentrée 2016, on a des choses assez attendues, notamment Framaslide, donc un logiciel de diaporama en ligne, un logiciel d'agenda, synchronisation d'agenda, et bien sûr un logiciel de visioconférence. Donc tout ceci, ça sert à quoi? Ça sert à essayer de proposer des alternatives aux gens, leur faire changer leurs habitudes. Donc qui dit changer les habitudes, c'est bien, mais il faut oser changer. La peur du changement, c'est ce qui bloque le plus de choses.
Donc toutes les questions que les gens peuvent se poser, mais qu'est-ce qu'il va devenir de mon mail, mon domaine pour ceux qui hébergent, un compta pour ceux qui la font sur l'équivalent d'un tableur en ligne hébergé par Google, les adhérents d'une association qui sont dans les contacts hébergés par Google ou chez Microsoft ou ailleurs, toutes mes photos qui sont automatiquement taguées chez Microsoft ou Facebook ou Google toujours, son calendrier. Donc c'est des questions qu'on peut tout à fait se poser. Donc c'est comme tout changement, il faut accepter le changement, forcément. Donc ne pas avoir peur, se renseigner avant, pas changer du jour au lendemain comme ça en se disant « allez hop, je change ». Il faut anticiper un petit peu les choses en essayant déjà premièrement de récupérer ces données, que ce soit ses contacts, son planning, enfin tous ses agendas, ses photos, dans des formats ouverts et facilement récupérables et facilement intégrables ailleurs, notamment dans votre nouvelle solution. Donc tout ça s'anticipe. Donc nous, à Framasoft, ce qu'on ne veut pas, c'est recentraliser le web chez nous. Enfin, le web, recentraliser beaucoup de choses chez nous. Déjà, techniquement, on ne peut pas, économiquement, on ne peut pas, humainement non plus, et on ne veut pas. Et c'est pas le but du jeu. Le but, c'est arriver justement à décentraliser tout ça. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de Chaton. Chaton, en fait, c'est le nom du projet sur lequel on travaille depuis quelques mois, qui veut dire Collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Tout à fait. T'es bien trouvé celui-ci. Donc le but, c'est quoi? C'est arriver à trouver donc des hébergeurs qui répondent à certains critères et qui proposent en fait les mêmes choses qu'on propose actuellement, mais répartis un petit peu partout en France, partout dans différents pays. On a énormément de contacts avec des hébergeurs français actuellement. Suisse, je ne suis pas sûr. On en a au Québec, on en a dans plein de pays. Alors? C'était pas là? Non, il ne veut pas l'autre? Donc voilà, en fait, on a quelques contacts dans différents pays. Bon, les derniers contacts ne sont pas là. Il nous manque pas mal de pays, justement. Et donc le but de ça, de ces hébergeurs, de tous ces chatons potentiels, c'est on se met d'accord actuellement sur la marche à suivre, sur différents points. Notamment, premièrement, c'est utiliser uniquement des logiciels libres. D'accord? Donc personne ne veuille faire partie des chatons en utilisant des logiciels qu'ils développent eux-mêmes. La partie éthique, très très importante. Rester transparent. Donc transparent sur notamment les technologies, les logiciels utilisés, sur le fonctionnement, sur ce qui peut se faire, sur ce qui ne peut pas se faire, sur les problèmes potentiels, etc. Pas de pub. Et bien sûr, un respect de la vie privée et des données personnelles. Décentralisé, c'est-à-dire que le but, c'est avoir des chatons un petit peu partout. S'il y a 10 hébergeurs qui habitent le même quartier qui nous demandent de faire partie du collectif chaton, c'est un peu embêtant. Et la partie solidaire, c'est-à-dire qu'il faut fixer un prix raisonnable, c'est-à-dire si une entreprise décide d'intégrer les chatons, qu'elle ne propose pas un service d'hébergement, de contact et de calendrier pour 500 € par mois, quoi. C'est pas la peine. Donc l'entraide également, c'est-à-dire que si un des hébergeurs chatons a un problème, elle peut faire appel aux autres pour l'aider à résoudre ses problèmes. De même que quand il y en a un qui trouve comment améliorer les choses, optimiser certaines choses, et partage son savoir avec les autres hébergeurs du collectif. Et bien sûr, une mission d'éducation populaire, comme on essaie de le faire nous, en allant vers les gens, en leur expliquant les choses, les aider, leur montrer ce qui peut se faire et pourquoi le faire. Vous allez me dire, les hébergeurs comme ça, il y en a qui existent, tout à fait. Il y en a plein qui existent. D'ailleurs, on est en contact avec la plupart d'entre eux. Et on rédige justement notre charte, nos objectifs avec eux. Donc on essaie de se mettre d'accord sur un manifeste, une charte en commun, rendre visible l'offre, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche un hébergeur comme ça, il n'a pas à chercher sur Internet pour en trouver un à tel endroit, s'il déménage à tel endroit, essayer de, pas de chance, centraliser cette fois l'information pour arriver à trouver l'hébergeur le plus près de chez soi, ou celui qui nous plaît le plus pour X raisons. Marquer sa différence, c'est-à-dire quelle différence il y aurait entre un chaton et un autre hébergeur. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu précédemment, niveau éthique, niveau liberté, voilà.
baisser les barrières à l'entrée, c'est-à-dire que essayer de communiquer facilement avec des gens qui n'y connaissent rien, pas grand-chose. Parce qu'il y a certains hébergeurs, quand on commence à aller vers eux, on se dit mais à qui il s'adresse? Il s'adresse qu'à des personnes qui connaissent. Là, c'est pas le but, c'est vraiment s'adresser au plus grand public, aux personnes qui ne connaissent pas grand-chose, pour faciliter justement l'adoption de ces hébergements alternatifs. Et bien sûr, agir localement, donc l'éducation populaire, comme je disais juste avant, où on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc on n'a pas de pub spécialement, mais on va vers les gens, on va dans les congrès, on va aux manifestations, on va discuter lors d'événements avec les gens, tout simplement. Être au plus près des gens pour leur faire comprendre les choses et pas simplement les regarder de haut avec un écran en leur expliquant des choses qu'ils ne comprennent pas la plupart du temps. Non, pas ça. Donc, libérer le monde. C'est le but du jeu. Est-ce qu'on va y arriver? Non. Non, on n'y arrivera pas. En tout cas, pas sans vous. D'accord? On a besoin de tout le monde. C'est pas juste une petite association de 30 bénévoles qui peut faire quelque chose là-dedans. D'accord? Il faut que tout le monde joue le jeu. Donc, jouer le jeu, avec vous, c'est quoi? Déjà, pour vous, c'est en parler. Pour les personnes intéressées, les personnes convaincues, c'est aller en parler autour de vous. Faites comme moi ce soir. Allez dans des conférences, allez voir des gens, tout simplement quand vous êtes avec des amis, de la famille, si vous avez parlé de ça, expliquez-leur, essayez de leur expliquer les enjeux qu'il y a derrière. Vous pouvez également commencer par vous auto-héberger, pour ceux qui ont les compétences. Ceux qui peuvent le faire, qui savent le faire, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi aller faire confiance à des sociétés derrière qui vivent de toutes les informations que vous leur fournissez? Hébergez-vous chez vous. C'est pas compliqué. Nous, tous les services qu'on propose, on a détaillé, tout est documenté sur comment faire. Documenté au maximum. On n'a pas repris la documentation du développeur qu'on a mis sur notre site. Non, on a détaillé de façon claire, on a essayé en tout cas de façon claire, précise, la marche à suivre pour faire ça facilement chez soi. Donc il n'y a pas besoin d'une très grande compétence. Même si vous n'avez pas du tout, mettez-vous à plusieurs, allez voir quelqu'un qui connaît, il fait ça, puis partagez cette instance ensemble. Et troisième point sur lequel vous pouvez nous aider, c'est financièrement, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, Framasoft, c'est une association. On vit exclusivement des dons. Ce qui veut dire que le jour où on fera des choses qui ne plairont plus, qui n'inspireront plus confiance aux gens, on n'aura plus de dons. Et donc, plus rien ne marchera. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui plaît beaucoup, qui marche très bien. On a beaucoup. On a pas mal de donateurs, que ce soit au niveau particulier, associatif, des entreprises. On a même des ministères en France, ou des très gros comptes qui nous donnent de l'argent tous les ans, parce qu'ils sont très intéressés par ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas, selon ce que vous pouvez. En tous les cas, merci. Est-ce que c'est prétentieux comme projet? Oui, tout à fait. On a vu très grand. On s'est dit, allez, pourquoi pas, c'est comme si on allait conquérir l'Everest en tongs, c'est pareil. Mais ça nous a amusé de le faire, alors on l'a fait. Parce qu'on s'est dit, de toute façon, il faut dégafamiser Internet avant que ça tourne mal. Donc, voilà. Et comme on dit chez nous, la route est longue, mais la voie est libre.